Bonjour les étincelles de lumière, aujourd'hui je voudrais vous parler du Pérou et vous raconter un petit peu mon histoire, comment je suis arrivée ici. Donc en fait après le décès de mon frère, j'ai perdu mon petit frère, il avait 20 ans. Moi j'avais 22 ans et donc à partir de ce moment-là que j'ai eu mon éveil, hein, mon éveil spirituel. J'ai voulu commencer à sortir de ma zone de confort et donc j'ai senti le besoin de sortir de l'environnement où je me sentais en fait malade. Donc c'est toujours très important si vous avez envie de sortir de l'endroit, de la zone où vous êtes, que ça soit voyager, aller vers un autre endroit ou ne serait-ce que changer d'habitude, des habitudes simples, hein, de la vie quotidienne, hein, ça, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Mais moi, dans mon cas, j'avais vraiment cette envie de sortir de cette structure, de ce pays en fait, et d'aller connaître autre chose. Et donc, j'ai commencé par faire du bénévolat en Bolivie. Donc, j'ai été attirée par l'Amérique du Sud tout de suite. C'est depuis enfant, en fait, que je savais que j'allais aller en Amérique du Sud. Donc, après le décès de mon frère, j'ai planifié peu à peu un voyage comme ça en backpacker, hein. C'est pas par une agence, voilà, pas par une agence de tourisme en fait, mais avec mon sac à dos, je suis partie. Et comme j'adore les animaux, je suis partie, j'avais trouvé une organisation, une ONG qui travaillait pour réhabiliter les animaux sauvages en Bolivie, un organisme bolivien. Donc j'ai juste pris mon billet d'avion, je suis partie avec mon sac à dos. Et bien sûr, quand vous regardez les sites des ambassades de France, ben, il y a toujours des conseils, il y a voilà, limite ça fait peur ce qu'ils peuvent nous dire sur les sites de l'ambassade de France. Donc j'ai pas trop regardé, j'ai pris les conseils voilà, en gros, mais pas ce qui allait vibrer en peur en fait. Donc parce que j'ai remarqué que souvent, les ambassades de France, on exagère un peu ce qui va se passer au niveau de la sécurité et tout, parce qu'on préférerait que vous faire voyager dans une structure, encore une fois, à travers une agence de voyage, où il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous emmène, qui vous récupère à l'aéroport, pour que vous ne soyez pas lâché comme ça dans la population, mais aussi pour pas que vous vous rendiez compte, en fait, que c'est hyper facile d'entrer en contact avec d'autres gens, même si vous ne parlez pas la même langue. C'est hyper facile de trouver son chemin, c'est hyper facile parce que dans ces pays-là aussi, euh, les gens sont différents, ils sont plus ouverts, ils s'entraident. Donc moi, quand je suis arrivée en Bolivie, j'ai tout de suite ressenti, c'était comme si j'avais été un prisonnier et qu'on sortait de prison et que je pouvais enfin respirer et je pouvais enfin reconnecter avec qui j'étais vraiment, avec ce pouvoir qui était en moi, parce que la société dans laquelle on vit, elle nous rend toujours un peu assistés, hein, puisque voilà, on nous assiste surtout, et ça crée des peurs, que si jamais il n'y a pas cette structure, que si jamais il n'y a pas cette société, ben, je ne vais pas pouvoir me débrouiller. Donc on nous déconnecte de notre instinct, de notre nature profonde. Nous sommes en fait des êtres... on est des aventuriers en fait, on est fait pour sortir de notre zone de confort. Sauf qu'on nous a enfermés dans un système qui nous garde dans cette zone de confort et qui nous fait croire que si tu en sors, c'est dangereux. Et en fait, pas du tout. Donc moi, j'ai eu le besoin d'en sortir. Je suis allée en Bolivie et j'étais dans un refuge pour animaux sauvages. Donc j'ai aidé les pumas, les jaguars, les singes. C'était plusieurs hectares dans la jungle. Donc que j'arrivais à l'aéroport, j'avais mon petit bouquin, mon petit dictionnaire. Je parlais pas l'espagnol, pas bien en fait. J'avais appris un espagnol basique à l'école, mais j'avais mon petit dictionnaire. Et puis les gens, ils étaient très sympas. On m'a tout de suite dirigé, on m'a aidé. J'ai pu prendre mon bus. J'avais des heures de bus à faire pour arriver jusqu'au refuge. Il n'y avait pas d'électricité dans ce refuge. Et puis voilà, j'ai vécu mon expérience avec d'autres volontaires d'un peu partout dans le monde. J'ai rencontré les Boliviens qui travaillaient dans ce refuge, les animaux, et j'ai vraiment passé un mois merveilleux, merveilleux, où je me suis sentie que je me nettoyais de beaucoup de choses, de beaucoup de croyances, de beaucoup de perceptions que j'avais accumulées en vivant seulement en France, quoi. Donc, quand je suis rentrée de Bolivie, j'ai senti que j'allais être rentrée dans une prison à nouveau. Et puis, j'ai décidé de repartir. Donc, j'ai replanifié un voyage
J'ai travaillé un petit peu, j'ai mis des sous de côté, je suis repartie et puis j'ai refait du bénévolat dans la même organisation, dans le même organisme avec les animaux et du coup, ben, j'ai continué mon processus hein, de reconnecter avec moi-même jusqu'à ce que j'arrive au Pérou, puisque bon, la Bolivie, c'est à côté du Pérou. Et donc voilà, et puis l'aventure a commencé au Pérou. Donc vraiment, la Bolivie et le Pérou, c'est deux pays pour moi qui sont vraiment dans mon cœur. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour ces pays et pour tout ce que j'ai appris et pour les fois où comment dire ça, je suis morte à moi-même et j'ai pu renaître. C'est grâce à ces voyages-là que j'ai fait. Et je pense que j'ai accéléré mon processus d'évolution grâce à ces voyages. Donc, je recommanderais toujours aux gens de voyager, bien sûr, même si c'est pas loin de chez vous, même si c'est vous prenez votre voiture et vous allez un peu plus loin. Voilà, bougez, surtout bougez, sortez de la routine et puis sortez de votre zone de confort, faites des choses différentes si vous pouvez les faire. D'accord. Donc le Pérou, comment c'est en fait, c'est un endroit, donc la Bolivie, c'est un peu plus sauvage hein, que le Pérou. Les gens au Pérou sont plus habitués aux touristes. Euh, donc voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus austère, allez d'abord en Bolivie, puis après venez au Pérou. Mais en tout cas, ce sont des expériences toutes les deux riches en exotisme, en mysticisme, parce qu'il y a beaucoup, il y a ce poids, cette énergie ancestrale. Donc c'est quelque chose que moi je recherchais. J'avais besoin de cette connexion ancestrale, de culture ancestrale, des cultures indigènes. Notamment au Pérou, il y a tous les climats. Donc, vous avez les montagnes. Moi, par exemple, j'habite dans les Andes, dans la vallée sacrée des Incas, environ à 3000 mètres d'altitude. Et donc, il y a des montagnes majestueuses qu'on appelle ici Apu. Vous avez aussi au Pérou les plages hein, de l'océan Pacifique. Donc, quand c'est l'été, parce qu'ici, il n'y a que deux saisons, il y a la saison sèche et la saison des pluies. Il y a toujours du soleil toute l'année au Pérou. Donc en été, par exemple, je vais ben, vers la côte Pacifique et je vais profiter des plages et de la mer. Donc il y a les plages de l'océan Pacifique, la jungle aussi du Pérou, qui fait partie de l'Amazonie. Donc pareil, il y a la jungle, les animaux sauvages, cette végétation luxuriante. Et donc par ces différents climats, vous y trouvez tout. Il y a l'abondance. Au niveau de la nourriture, c'est l'abondance. Il y a tous les fruits et les légumes que vous pouvez imaginer. Il y a tous les tubercules, les patates, plus de 500 variétés de pommes de terre, du manioc. Il y a donc les fruits exotiques, de la mangue, de la papaye, les bananes, hein, les noix de coco. Et puis des fruits que vous avez jamais goûtés comme la chirimoya. Bien sûr, il y a l'ananas. Voilà, il y a plein de variétés. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Et notamment quand je vais en France, parfois je me sens un peu, on va dire, pauvre à ce niveau-là parce que voilà, c'est pas la saison, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça parce que c'est pas la saison, alors qu'ici au Pérou, il y a tout toute l'année. Et puis on trouve également on trouve cette nourriture organique, c'est-à-dire qu'il y a des marchés, il y a des gens qui cultivent, tout le monde cultive ici, donc on peut trouver tout et de façon organique. C'est pour ça que je n'achète plus en supermarché, hein. Pratiquement rien d'ailleurs, à part peut-être, le riz, voilà. Mais sinon, il y a pratiquement rien que j'achète en supermarché. J'achète tout au marché local. Donc ici au Pérou, ce qui règne aussi, c'est les vestiges, les ruines. Il y en a partout, dans tous les petits villages, il y a des ruines. Vous pouvez aller visiter des sites archéologiques, il y en a partout. C'est vraiment magique. Les anciennes civilisations et leurs vestiges sont partout dans le Pérou. Donc on s'ennuie pas, on peut voyager, il y a des belles photos à prendre. C'est vraiment un endroit qui va vous dépayser. Parler l'espagnol, c'est pas forcément nécessaire, avoir un petit dictionnaire sur soi au cas où, mais ici c'est très facile de communiquer. C'est très facile de communiquer parce que les gens sont communicatifs, les gens sont ouverts. Quand tu es dans le bus, tu vois pas les gens scotcher à leur téléphone. Bon, ça arrive, hein, il y a des jeunes qui ont leur téléphone et tout, mais la plupart du temps, les gens, ils discutent entre eux, les gens sont sympathiques. Si tu tombes, ou t'arrive un truc, les gens, ils viennent t'aider, les gens, ils t'offrent des choses. Voilà, moi ce que j'ai trouvé ici, c'est cette chaleur humaine.
cette chaleur humaine, cette sensation de vivre en communauté. Parce qu'ici, il y a encore hein, ces croyances que la communauté, c'est primordial. Et d'ailleurs, en quechua, dans la langue quechua, ça n'existe pas le moi-je. C'est moi en relation avec l'autre, moi en relation avec l'environnement. Il n'y a pas d'individualisme comme dans d'autres cultures. Donc ce que j'aime beaucoup ici, c'est la relation avec l'autre, la relation avec l'environnement. Par rapport à la cosmovision andine, c'est donc la spiritualité, l'idéologie hein, qui respire dans ces cultures. C'est la connexion au tout. Donc ici, c'est la mère terre, c'est le père soleil, c'est le père vent, c'est le père feu, c'est la mère eau, c'est nos frères les animaux, c'est nos frères les pierres. Donc on est toujours en relation avec la nature, en relation avec les éléments et on reconnaît l'esprit dans tout ce qui vit. On reconnaît l'esprit, l'essence et on est en connexion avec le tout. Et donc on dit ici la Pachamama. La Pachamama, c'est la terre, on va dire matérielle, physique, mais aussi la mère terre en relation avec le tout, en relation avec le cosmos. Il y a vraiment une connotation spirituelle et ésotérique très profonde ici, dans tout ce que tu fais. Par exemple, quand tu vas te balader avec quelqu'un d'ici, il emmène ses petites feuilles de coca. Et parce que la coca, c'est un aliment mystique, hein, mais aussi un aliment qui aide dans le travail, parce qu'il a tellement de nutriments dans la feuille de coca que ça t'accélère un peu le rythme cardiaque, ça te donne de l'énergie. Et du coup, pour travailler dans les champs, les personnes ici mâchent de la coca, mâchent la feuille de coca. Rien à voir avec la cocaïne, d'accord? C'est la feuille de coca, c'est un aliment béni ici. C'est quelque chose qui a, voilà, c'est une plante médicinale ici. La feuille de coca, par exemple, moi je l'utilise en poudre parce qu'elle a beaucoup de calcium, donc je la mélange au petit déjeuner ou dans les yaourts. Elle a beaucoup de nutriments. Donc voilà, ça c'est par rapport à un peu à la culture. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Il y a des communautés qui vivent encore plus haut que 3000 mètres, qui vivent encore pratiquement en relation comme ça avec le cosmos, quoi, qui ont pratiquement, voilà, ils n'ont pas d'internet, tu captes pas le téléphone là-bas, et quand tu vas là-bas, tu sens mais carrément une autre énergie, et là, tu peux vraiment te reconnecter à la nature, tu peux vraiment être connecté au cosmos. Donc, c'est plein d'enseignements ici, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de sagesse, et c'est donc ici que je me suis, moi, guérie du cancer. Et c'est grâce à cette énergie et c'est grâce à la culture aussi que j'ai appris à demander, que j'ai appris à me connecter. C'est grâce à cet environnement que j'ai appris à me reconnecter à la source, en fait. Donc, j'ai dans mon cœur beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour pour cet endroit et pour toutes les personnes qui m'ont aidée, qu'elles soient visibles ou dans l'invisible. Les êtres qui m'ont aidé dans l'invisible. Donc voilà un petit peu pour une introduction, pour vous parler en général. Donc pas besoin de savoir beaucoup l'espagnol. Comme je vous dis, si les gens sont très communicatifs, on se comprend facilement même quand tu ne parles pas les langues. Pour rester au Pérou, donc il faut savoir que tu peux rester 6 mois avec ton passeport. Tu passes la frontière et on va te demander tu veux rester combien de temps. Et si tu dis oui, faites-moi un visa de 6 mois, ben, on te met un tampon de 6 mois. Donc tu peux rester 6 mois au Pérou. Et au bout de 6 mois, ben, il faudra sortir. Sortir du pays. Donc tu peux aller par exemple en Bolivie. Moi, ce que je faisais au début, c'est que j'allais en Bolivie. Je faisais un petit voyage de 3-4 jours. Puis je revenais, je redemandais un visa de 6 mois. Donc voilà, pour les personnes qui veulent venir juste en visite. Et puis une fois que tu veux rester, ben là, il y a des façons de devenir résident. D'accord? Par contre, quand tu viens au Pérou, il faut aimer la vie simple, hein. C'est sûr que tu viens pas au Pérou pour vivre la vie d'Hollywood, hein. Tu vis la vie simple, tu reconnectes avec la nature, tu manges plus sain, vraiment, faut que tu sois attiré par la spiritualité, il faut que tu aies envie d'être dépaysé, il faut que tu aies envie de sortir de ta zone de confort, parce que voilà, tu n'auras pas le même confort que chez toi, mais ça va être différent. Tu verras que c'est pas grave, tu verras que c'est pas ça qui fait l'expérience, quoi. Donc voilà, c'est ce que je privilégie, c'est vraiment de venir ici
plus dans une agence, avec une agence de voyage, c'est de venir par soi-même, hein. Bien sûr, moi je vous dis ça parce que je suis ici, donc je souhaiterais organiser peut-être un voyage pour vous, ceux qui souhaitent venir, et puis leur trouver un logement, et puis vous faire visiter, et vous montrer un peu ce pays que j'aime tant. Donc, et vous faire bénéficier aussi de toute cette belle énergie, parce que rien que le fait d'être ici, là où moi je me trouve dans les Andes, c'est un lieu énergétique puissant. Donc vous recevez, il y a des choses qui se passent, hein. Rien qu'un voyage comme ça, il y a des choses qui se passent. Même si tu fais rien, même si tu es juste là et tu regardes le paysage, hein, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Rien qu'en regardant les montagnes, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Tu repartiras transformé. Tu repartiras en étant une meilleure version de toi-même, ça c'est sûr. Donc, voilà. Alors, je voulais parler un petit peu de Lima, la capitale. Donc, c'est Lima, hein, il y a environ 10 millions d'habitants. Elle est sur la côte Pacifique. En général, Lima, c'est pas une destination où tu vas aller passer beaucoup de temps parce que c'est une ville très polluée. Il y a beaucoup d'agitation. Si tu viens d'Europe ou tu viens voilà, d'un pays, on va dire, euh, voilà, je trouve plus mes mots. Euh, un pays, on va dire, plus développé, hein, où il y a plus d'organisation, ben forcément, tu vas pas venir à Lima parce que là, tu vas sentir le chaos total, la pollution. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire dans une grosse ville? C'est bien pour aller aux plages, il y a des belles plages si c'est l'été, mais sinon, tu n'y restes pas longtemps. Ce qui est intéressant au Pérou, c'est plutôt voilà, l'Amazonie, c'est plutôt les Andes, Cusco, les Nazca, les figures de Nazca. Voilà, c'est plutôt ces endroits-là que tu auras envie d'aller voir. Lima, c'est voilà, c'est assez surchargé, c'est pas trop touristique. Et puis il y a 6 mois de grisaille où il n'y a pas vraiment de soleil. Et puis il y a 6 mois d'été où là c'est chouette, tu peux y aller, tu peux profiter de la ville si ça te manque. Mais voilà, Cusco, moi pour ma part, Lima, j'aime pas trop. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que Marité est en train de m'écouter, parce que Marité, c'est notre amie qui vit à Lima et qui fait partie de notre groupe là, de Telegram. Marité, si tu m'écoutes, j'espère que tu m'en voudras pas de parler de Lima comme ça. Mais voilà, je suis sûre que si tu pouvais, tu viendrais aussi à Cusco, n'est-ce pas? Peut-être c'est qu'une question de temps. En tout cas, Cusco, voilà, il y a environ 350 000 habitants. Et Cusco est environ à 3400 mètres d'altitude. Moi là, je me trouve dans la vallée sacrée des Incas, c'est un peu plus bas, c'est environ 2900 mètres d'altitude. Et cette vallée sacrée, elle va jusqu'au fleuve Machu, pas au fleuve. Cette vallée sacrée, elle longe le fleuve Vilcanota, un fleuve aussi qui est sacré, et qui rejoint le Machu Picchu. Et le long de ce fleuve, il y a tous les petits villages de la vallée sacrée. Et dans tous les petits villages, il y a des ruines, il y a des lagunes, il y a des lacs. Il y a vraiment des paysages magnifiques. Donc c'est spécifique pour le trekking, pour la marche, pour se ressourcer, juste pour être là, pour respirer. L'énergie est complètement différente. Il y a du soleil toute l'année. Il y a des pluies de novembre à mars environ. Ça dépend. Le mois le plus fort, c'est février. Ouais, février. Sinon, novembre, décembre, c'est léger. Il y a des pluies légères. Et puis ça commence à être plus fort en janvier, février, puis en mars. Donc voilà pour la vallée sacrée. La vallée sacrée, oui, là où je me trouve, donc c'est au milieu des cultures de maïs. Ici, on cultive le maïs, puis on exporte le maïs. Donc ma maison, par exemple, elle est au milieu des champs de maïs. Derrière moi, il y a des champs de maïs à gauche. Et puis de l'autre côté, il y a le fleuve Vilcanota, le fleuve dont je vous parle. Face à moi, il y a cette montagne que vous voyez parfois derrière moi. C'est une montagne magnifique. Et sur cette montagne, il y a un site archéologique très connu. Qui est visité par de nombreux touristes. Dans le village de Pissac, il est connu pour son marché ancestral. En fait, les gens descendaient des communautés, donc descendaient de l'altitude, des montagnes, et venaient à Pissac pour échanger leurs produits. Donc ça s'est resté. Et puis tous les dimanches, les mardis, les jeudis, les personnes descendent de leur communauté, des personnes qui parlent souvent que le quechua, hein, des personnes âgées, et viennent partager et offrir leurs produits qu'ils cultivent en altitude. Donc ici, on est vraiment ça s'appelle le berceau des Incas.
Tu vas ressentir cette énergie ancestrale, elle va t'envelopper et elle va travailler là où elle doit travailler. Moi, je dis toujours ici à Pissac, l'énergie elle est tellement puissante que elle va multiplier les choses que tu vas devoir libérer, que tu vas devoir sortir de toi, ça va être plus rapide. Tu vas pouvoir les sortir plus rapidement, les accueillir, les libérer. Et tu vas pouvoir remplir après avec des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus belles. Ici, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de connexion avec la terre-mère. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien, puisque moi, j'ai besoin de cette connexion avec la terre-mère. Bien sûr, tu l'as partout, la terre-mère, on est dessus. Donc, mais c'est vrai que grâce à la culture ici ancestrale, les gens vénèrent cette terre-mère. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau collectif, c'est beaucoup plus fort, parce qu'il y a les personnes aussi sont connectées à cette énergie. Donc voilà. Il y a des endroits magnifiques à visiter, comme par exemple la montagne aux 7 couleurs. Il y a un trekking à faire magnifique aussi en altitude pour voir une montagne sacrée, un apu sacré qui s'appelle Ausangate, à plus de 6000 mètres d'altitude, qui est une expérience vraiment impressionnante. Il y a beaucoup de communautés à visiter aussi, à entrer en contact avec eux, passer une journée avec eux, comment ils vivent. Vous verrez qu'ils vivent au contact de la nature, des animaux. Ils tissent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons, leurs vêtements. Ils ont leur teinte naturelle qu'ils font eux-mêmes avec des plantes. Donc voilà, tous les gens se soignent dans les communautés avec des produits naturels, avec des plantes. Voilà, donc c'est vraiment une expérience très très enrichissante. Et donc le petit village de Pissac se trouve à environ 30 km de Cusco. Donc moi par exemple, si j'ai besoin, si il y a des choses que je trouve pas ici, des vêtements, parce que c'est vrai qu'à Pissac il y a pratiquement tout, mais voilà, il y a pas un grand centre commercial, il n'y a pas des grosses boutiques d'habits. Donc si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller à Cusco par exemple. Et donc à Cusco, il y a des bus où il y a des espèces de voitures de 8-9 personnes. Et en 40 minutes, tu arrives à Cusco. Donc tu as l'expérience de la ville à Cusco, avec le centre commercial si tu veux y aller. Voilà, la ville de Cusco qui est quand même très atypique, avec des quartiers, avec voilà, des choses, pareil, des sites à visiter. Mais ça reste une ville, donc avec son activité de ville, quoi. Donc pour ceux qui sont un peu en panique parce qu'ils ont besoin de la ville, il y a Cusco. Et au fur et à mesure, ben, tu n'y vas plus parce que pour toi, le village, vu que moi j'habite en dehors du village, quand je vais dans le village de Pissac, pour moi c'est la ville, hein. Et pour moi, Cusco, là, c'est trop, là. Non, mais voilà, c'est moi, quoi. Moi, je suis comme ça. J'aime bien vivre dans la nature et j'aime bien vivre un peu déconnecté. Voilà, donc le complexe archéologique de Pissac, les complexes archéologiques, il y en a partout, les marchés artisanaux où tu peux trouver donc les fruits, les légumes, tout ce que tu veux, et aussi ben, des produits, de l'artisanat, hein, des pulls, des bonnets, des écharpes à base de laine d'alpaca. Voilà, on peut trouver des bijoux qui sont faits par les personnes d'ici, avec des pierres précieuses d'ici. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'artisanat très riche en couleurs, très riche en couleurs. Si tu n'aimes pas les couleurs, tu vas pas aimer le Pérou. Parce que ici, c'est que de la couleur, c'est que de la couleur. Les mamitas et les papitos, donc c'est les personnes âgées qui viennent des communautés, leurs vêtements sont remplis de couleurs. Ils portent leurs enfants avec une espèce de toile remplie de couleurs. Et tout ce qu'ils tissent et tout ce qu'ils font, ça a du symbole, ça a du symbolisme, ça représente quelque chose. Ça représente la connexion avec la nature, ça représente la semence, ça représente les récoltes, la connexion avec le ciel, avec le soleil. Voilà, il y a toujours des symboles sur leurs vêtements. Et puis, donc le climat, c'est un climat très très tempéré, entre 15 à 20 degrés dans la journée. Et puis ça peut descendre
vers 5 ou parfois 0 degré la nuit un certain mois de l'année. Mais sinon, en général, les nuits sont fraîches, mais elles ne sont pas froides. T'as pas besoin d'emmener, voilà, t'es pas en hiver comme dans l'hiver, par exemple, en France, hein. Une chose aussi qui se passe le dimanche, hein, ici dans le village, c'est que les chefs des communautés indigènes, des communautés d'altitude, descendent habillés dans leur habit traditionnel et ils vont à la messe. Bon, alors ça c'est un truc qui est venu après, hein, avec la colonisation, mais ils vont à la messe en quechua et en fait ils passent dans tout le village et tu vois leur défilé, tu les vois, ils sont en train de souffler dans des espèces de cornes. Voilà, c'est quelque chose qui a lieu pratiquement tous les dimanches. Là, pendant le confinement, bien sûr, il n'y a personne qui descend, il n'y a pas le même rythme, mais c'est ce qui se passe de manière générale. Et donc on appelle ces chefs de communautés indigènes, hein, des Varayok, qui sont les dirigeants de ces communautés indigènes. Euh, donc voilà. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous raconter. Puis ici, alors comment c'est pour y vivre? Alors pour y vivre, si tu veux, par exemple, louer une maison, on va dire pour toi toute seule, hein, une maison simple, mais bien faite quand même, voilà, avec un petit peu de confort. Parce qu'il y a des maisons, et avant les maisons, ils étaient très très rustiques. Maintenant, toutes les maisons qui sont offertes aux touristes, elles ont quand même, voilà, elles sont bien faites quand même, d'accord? Maintenant, si tu compares avec les maisons en France, c'est pas pareil parce qu'elles sont déjà faites avec des matériaux différents. Ici, on travaille beaucoup avec l'adobe, qui est l'argile, même de la terre. Donc, il y a des maisons qui sont recouvertes comme ça de cette argile. Euh, voilà, ça donne une touche totalement spéciale aux maisons qui en même temps sont très chaudes, qui gardent la chaleur, mais qui sont fraîches quand il faut, qui gardent la fraîcheur quand il fait chaud dehors et qui gardent la chaleur le soir, par exemple. Donc, si tu loues une maison, il faut compter environ 300 € par mois pour louer une maison. En alimentation basique, si tu vas au marché, tu te fais pas des gros restos tous les jours, tu comptes pareil 300 euros. Donc tu vois que environ avec 600 euros, tu peux louer une maison et tu peux manger, voilà, pour un mois. Pour un mois, hein. Concernant ici les terrains, il y a des terrains à acheter, il y a beaucoup de gens qui vendent leurs terrains, beaucoup de gens de communautés voilà, qui ont des terrains où ils cultivaient, puis leurs enfants veulent pas continuer de travailler la terre, donc les parents vendent des lopins de terre. Tu peux trouver des terrains entre 50 $ le mètre carré jusqu'à 250 $ le mètre carré. Ça dépend, il y a des endroits très 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 beaux qui sont quand même vendus à ces prix-là le mètre carré. Mais voilà, donc moi je voulais vous parler d'une vision que j'ai eue il y a quelques mois de ça, quand je commençais à visualiser la nouvelle Terre. Et quand je visualisais la nouvelle Terre, donc ça faisait partie de mes rituels d'abondance. Quand tu visualises l'abondance, hein, et que tu dis univers, je suis prêt à recevoir tout l'amour et toute l'abondance que tu as pour moi, eh ben, tu visualises. Donc, tu visualises le scénario le plus génial pour toi. Donc, moi, je me voyais d'abord, et puis donc, je me voyais dans mon jardin d'abondance. Ça aussi, je voulais vous préciser que vous pouvez visualiser un jardin d'abondance. Un jardin d'abondance où tout pousse, où les fruits poussent. Vous pouvez même imaginer de l'argent qui pousse une fois que vous avez résolu tous vos problèmes avec l'argent, hein, parce que l'argent, c'est comme c'est une énergie, d'accord? Donc vous pouvez imaginer votre jardin d'abondance avec de l'argent qui pousse sur des arbres, par exemple, hein. Et puis vous visualisez ça, vous voyez le petit fleuve qui coule et vous n'avez même pas besoin d'arroser les arbres parce qu'il y a de l'eau et puis vous voyez encore plus d'arbres qui poussent et vous visualisez votre jardin d'abondance comme ça, jour après jour. Vous allez le voir, vous allez y mettre de l'énergie, vous allez lui rendre visite, vous allez nettoyer peut-être s'il y a des feuilles mortes, des choses comme ça. C'est votre jardin d'abondance. Et dans ce jardin d'abondance, tu imagines aussi la vie dont tu rêves. Et moi, quand je visualisais les premières fois la vie dont je rêvais, eh ben, j'étais totalement connectée avec la nouvelle Terre, j'ai l'impression, euh, de cette nouvelle Terre. Donc je voyais, j'ouvrais ma fenêtre
Et je voyais devant moi, donc d'abord je voyais des potagers, des fruits, des arbres fruitiers. Puis les jours d'après, j'ouvrais ma fenêtre et puis je voyais une cascade. Donc ça avait changé, il y avait une cascade. Puis après, les jours d'après, j'ouvrais, je voyais tous mes chevaux et j'avais encore plus de chevaux qui étaient en liberté. Puis je tournais ma tête et à droite, je voyais d'autres petites maisons qui avaient à côté de la mienne. Puis à gauche, pareil, d'autres petites maisons. Et en fait, quand je regardais d'en haut, je voyais comme des communautés qui étaient il y avait une place centrale, et puis chacun avait sa maison autour, comme ça, comme un mandala, quoi, comme un mandala. Et au milieu, une place centrale, et puis une maison là, une maison là, et puis une maison là, une maison là, et puis une maison là, une maison là, une maison là, une maison là. Puis les animaux autour, de la végétation. Et je sentais vraiment il y avait plus ces limitations. On était dans un autre monde. Les gens partageaient, les gens étaient attentifs les uns aux autres. Il y avait de l'abondance pour tous. Si je visualisais la planète Terre, je voyais beaucoup moins de population. Ça, c'est vrai. Je voyais beaucoup moins de gens sur la planète Terre, mais organisées en petites communautés. Et puis ces petites communautés, c'était par affinité peut-être entre âmes, personnes qui s'entendaient bien, faisaient leur petite maison ensemble, ils s'aidaient dans le jardin et on mangeait beaucoup moins. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'ai l'impression que je n'avais pas besoin de manger, j'avais pas besoin de manger 3 fois par jour, je pouvais simplement récolter les fruits, faire une petite salade et on était rassasiés. Et vraiment, le temps était de l'art, on faisait beaucoup de choses, enfin on ferait, on fait, je sais pas en quel temps parler, mais c'était dans ma vision, quoi. Euh, donc on fait beaucoup de choses avec nos mains, on est en contact avec la nature, les animaux, les plantes, il y a une osmose, il y a une sorte de connexion avec le tout, avec les plantes, c'est comme si on pouvait communiquer avec elles, avec les animaux et tous ensemble. Donc il y a une sorte d'empathie entre tout le monde. Euh, et, euh, et là, dans cette vision, il n'y avait pas d'argent. Donc c'est pas pour tout de suite cette vision, hein, mais il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent et je me souviens que j'avais demandé comme si je parlais à une conscience collective et je demandais mais comment on fait pour... Et en fait la réponse c'était comment on fait pour par exemple pour demander quelque chose, si j'ai besoin de quelque chose, et bien en fait la réponse c'était tu n'as qu'à l'imaginer. Et je me souviens que j'avais imaginé des graines, parce que j'avais besoin de planter des graines de quelque chose en fait, hein, et les graines sont apparues dans ma main. Donc j'aurais pu les prendre directement de l'arbre ou de la plante, hein, mais c'était comme si tout ce que tu souhaitais, tout ce que tu imaginais, tu pouvais le matérialiser instantanément. Alors, je ne dis pas que ça va être pour tout de suite, hein, cette vision, mais si je pense que dans les prochaines années, on va s'organiser. On va s'organiser comme ça en petite communauté, on va apprendre à s'entraider, on va apprendre à vivre plus simplement. Et ça, je pense que ça va arriver bientôt. Donc moi, mon rêve, ça a toujours été, quand je suis arrivée ici il y a 15 ans, j'avais déjà dans l'idée d'acheter un terrain et de créer une communauté et d'être prêt pour que quand les gens ils auraient envie de venir. Sauf que ça ne s'est pas fait à cause du karma qu'il fallait que je vive, des expériences qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai pas pu acheter ce terrain. Mais voilà, c'est pas grave. Peut-être qu'ensemble, on pourrait visualiser ensemble, on va peut-être s'unir entre âmes qui auront des choses en commun et on pourra se projeter dans cette vision et créer quelque chose ensemble. Qui sait? En tout cas, je sens bien que c'est plus le monde, ça va plus être le monde de l'individu, ça va être le monde de la communauté. C'est pour ça que moi je suis venue ici, c'est pour ça que j'ai appris aussi comment être en communauté, travailler sur soi pour pas vouloir toujours être en compétition avec les autres, vraiment avoir cette personnalité de compréhension et de respect pour pouvoir être en communauté. Parce que sinon, on ne peut pas vivre en communauté si on continue de vouloir d'être dans le contrôle ou de vouloir faire comme on veut, de ne pas respecter les opinions des autres. On est obligé de trouver une façon d'être ensemble pour survivre. Et je pense que c'est l'avenir de notre planète pour survivre et aussi pour reconnecter avec cette vraie humanité, cet être humain qui est connecté avec son cœur, qui a repris les valeurs d'être humain, d'humanité en fait. Et donc grâce à ça, on peut reconnecter aussi avec cette abondance. Cette abondance, elle va être accessible à tout le monde. Euh,
bien sûr, il y a un plan divin, mais aussi nous, on a notre part dans ce plan divin. Donc forcément, si les structures collapsent, si les voilà, si les villes ou quoi, il se peut qu'il y ait des gens. Moi, je pense que ça va être plus difficile pour les gens qui sont dans les villes, mais voilà, je vois pas non plus l'apocalypse, quoi. L'apocalypse comme décrit dans l'Apocalypse, quoi. Ça va pas être, ça va pas être comme décrit dans l'Apocalypse, vous voyez, vous comprenez. C'est plutôt il y a des gens qui vont avoir envie de s'organiser à travers des communautés, des gens qui vont avoir envie de reconnecter avec la terre, des gens qui vont avoir envie d'autre chose. Et voilà. Donc, si tu as envie d'autre chose, si tu as envie de reconnecter avec la terre, suis ton cœur, peu importe où tu vas, que ça soit au Pérou, que ça soit ailleurs. Je te dis ça parce que je suis au Pérou, mais voilà, suis ton cœur. Tu peux laisser tomber les choses matérielles. Sache que c'est pas le matériel qui fait le bonheur. Euh, donc, il y a plein de choses à expérimenter dans la vie. Il y a plein de choses à expérimenter et plus tu vas lâcher prise sur le matériel, et plus tu vas aller vers la voie de ton cœur, vers la voie de ton âme. Donc parfois, c'est nécessaire, oui, de lâcher prise sur le matériel, sur le confort. Je le sais parce que j'ai dû lâcher prise et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis euh, roi de tout, esclave de rien. C'est-à-dire que je peux vivre dans d'autres conditions et je sais que voilà, c'est pas grave et on va pas en mourir. Donc ça, grâce à ça, ça te permet de comprendre ces voyages et de sortir de ta zone de confort. Ça te permet de reconnecter avec cette partie de toi qui est à l'essentiel, qui va à l'essentiel et qui reste pas trop bloqué sur le superficiel. Donc oblige-toi à sortir de ta zone de confort, aller marcher pieds nus dans le parc, voilà, faire des petites choses simples. Hein. T'es pas, comme je te dis, t'es pas obligé de faire le gros voyage maintenant, mais si tu l'avais dans le coin de ta tête et que tu avais envie de le faire, ben faut continue de le garder dans le coin de ta tête et organise-toi pour pouvoir le faire un jour. Lâche pas l'affaire parce que c'est à ça qu'on va arriver. C'est à ça qu'on va arriver. Tous tes désirs, tous tes rêves que tu as gardés au fond de toi, il faut que tu les ramènes, tu les ravives en fait. Il faut que tu les ravives parce que c'est ça qui va te permettre d'être qui tu es, d'être le nouveau toi, la nouvelle version de toi-même, plus connecté que jamais avec toi-même, avec la confiance, avec l'abondance. C'est ces petits rêves que tu as là au fond de toi et que tu avais peut-être troqué parce que tu avais préféré la stabilité. Voilà, tu as troqué un rêve pour la stabilité. Mais ça va pas, ça c'est pas le chemin qui va te mener comment on dit ça? À, à la liberté, à la libération. Donc fais des petits efforts comme ça, tu verras que ça va être de plus en plus facile. Je ne te dis pas de tout lâcher d'un seul coup, hein. Vous prenez bien sûr ce qui vous résonne en vous, le reste vous le laissez, ça dépend des personnes. Ce message que je vous donne, c'est pas pour tout le monde. Là, je suis en train de parler du Pérou, hein, donc forcément, il y a d'autres gens qui sont pas du tout intéressés. Donc, laissez tomber cette vidéo. Ça, c'est vraiment pour des gens qui sentent qu'ils ont en eux quelque chose qui les booste, ils ont envie de, voilà, de bouger. Donc, je vous donne des infos sur le Pérou parce que l'année prochaine, j'espère, je vais pouvoir organiser un voyage pour vous faire visiter ce pays, visiter l'endroit où je vis, connecter avec cet endroit magique. Et puis j'espère que ça va vous inspirer à continuer votre propre chemin de découverte. Si vous aimez, si vous avez envie d'aller ailleurs, si vous avez envie de créer une nouvelle vie, de faire votre jardin, voilà, peu importe ce que c'est. Il faut jamais croire que parce que vous suivez pas un prototype d'exemple, que vous n'êtes pas aligné. C'est relatif pour chacun. Moi, je suis un exemple quand même, voilà, assez extrême, quoi. Je suis partie toute seule, je suis partie à l'aventure. Il m'arrivait des choses quand même. C'est grâce à ça que j'ai évolué. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon expérience, pour vous permettre de le faire à votre rythme et avec les outils que vous avez et simplement vous inspirant, si vous avez l'envie, si vous avez encore cette envie au fond de vous, que ça vous donne le petit coup de pouce pour aller, vas-y, continue de croire en tes rêves.
D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Prenez ce qui résonne en vous, laissez tomber le reste. Et puis nous restons donc en contact. À bientôt pour une nouvelle vidéo.